Bonjour à tous, le son fonctionne bien? Parfait. Super. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Martin Lacour, ravi de vous retrouver pour ce premier épisode de ce qui deviendra, je l'espère, une série de rencontres vidéo sur le thème des solutions négociées destinées au plus grand nombre. Pour nous suivre, pas besoin d'être un expert, bien au contraire. L'idée est de vous faire découvrir les parcours de divers acteurs du monde amiable, qu'ils soient avocats, médiateurs, magistrats, psychologues, formateurs, experts comptables, huissiers, notaires, pour qu'ils puissent chacun, à leur manière, sensibiliser le grand public, particuliers, petites et grandes entreprises, institutions, aux solutions négociées, tout en partageant avec nous leurs expériences qui ont sans doute toute une chose en commun. On ne vient pas aux solutions négociées par hasard, c'est presque toujours le fruit d'un parcours de vie très riche et en tout cas très réfléchi. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir deux consoeurs praticiennes du processus collaboratif qui viennent d'être élues en tant que présidente et vice-présidente de l'AFPDC, qui est l'association des praticiens de processus collaboratif, l'association française des praticiens de droit collaboratif, pour être plus exact. Il s'agit de Juliette Griset et Laurence Fassier. Bonjour à toutes les deux. Je vais vous présenter rapidement et vous aurez l'occasion de nous parler de vos domaines d'activité au cours du live. Donc, vous êtes toutes les deux avocates au barreau de Paris et praticienne de processus collaboratif. Laurence est aussi médiateur. Alors, j'ai une question pour toutes les deux. Est-ce que déjà vous pouvez expliquer aux gens qui nous regardent en quoi consiste le droit collaboratif ou le processus collaboratif et à qui il s'adresse? Est-ce qu'il y en a une des deux qui veut bien répondre à cette première interrogation? Laurence? Merci Martin, merci de cette invitation. Pour faire assez simple et sans rentrer dans une grande technicité, le processus collaboratif, c'est un mode amiable, un mode alternatif de règlement amiable des différends. Cela veut dire qu'il est caractérisé par un contrat au terme duquel les parties d'un côté et les avocats, et ça ce sera la grande spécificité du processus collaboratif, cette équipe de négociation, elle va s'engager au terme de ce contrat à un certain nombre d'obligations, obligations de transparence, de confidentialité renforcée, d'absence de recours au juge, et afin d'aboutir à une solution négociée, c'est-à-dire une solution qui va satisfaire les deux parties. La grande spécificité du processus, c'est effectivement le fait que les avocats soient aussi signataires de ce contrat, et c'est bien la raison pour laquelle je pense que dans tout le catalogue et les différents modes amiables qui existent, le processus collaboratif doit être, les avocats doivent s'emparer de ce mode amiable. Et pour répondre à votre question, Martin, il s'adresse, je dirais, à tous les justiciables. Il n'y a pas de spécificité particulière pour recourir et pour essayer d'utiliser le processus collaboratif. Ça, c'est en quelques mots. Juliette. D'accord. Merci beaucoup, Laurence. Alors peut-être que Juliette va pouvoir compléter. Est-ce que Juliette, vous pouvez me préciser, donc le processus collaboratif, ça peut servir dans le cas d'un divorce, dans le cas d'un litige relatif à une succession, dans le cadre d'un litige entre associés ou entre partenaires commerciaux. Il n'y a pas de limite au champ d'application du processus. Non, absolument pas. Le processus s'adresse à tout le monde et à tout type de litige et à tout type de différend. C'est pour ça que c'est bien ce qu'on appelle un MARD, c'est-à-dire ce qu'a rappelé Laurent, c'est-à-dire une méthode alternative de règlement des différends, alternative parce que alternative à la justice et alternative au tribunal judiciaire. Mais tout type de différends, que ce soit des différends effectivement familiaux, ça a effectivement commencé comme ça en France, mais que ce soit aussi des différends en matière de droit des affaires, de droit des sociétés, de droit immobilier, de droit social bien sûr,
tout type de matière, effectivement, et tout type de public, c'est-à-dire que ça peut être des conflits entre associés, des conflits entre avocats même, puisque à l'ordre des avocats, on espère qu'en tout cas à Paris, ils vont pouvoir adopter le processus collaboratif comme un mode pour résoudre justement les conflits entre avocats, mais c'est tout type de personnes, tout type de public, et ça c'est vraiment important, on s'adresse vraiment à tout le monde. Enfin, ça s'adresse en tout cas vraiment à tout le monde. D'accord, bah, c'était très clair, merci à toutes les deux. Pour que je comprenne un petit peu le cheminement et comment vous en êtes arrivé à faire de l'amiable, est-ce que vous pourriez nous parler chacune de votre expérience et de la raison pour laquelle vous êtes venue à l'amiable? Peut-être Laurence, si vous pouvez commencer. Moi, mon domaine est le domaine du droit des affaires. J'exerce depuis une vingtaine d'années et j'ai toujours exercé dans des cabinets d'affaires et vraiment dans les départements contentieux. C'est-à-dire que je suis l'avocate plaidante, entre guillemets, traditionnelle. Et il y a un certain nombre d'années, une amie m'a parlé du processus collaboratif. Et effectivement, j'ai découvert ce que c'était. Et le processus collaboratif m'a un peu fait tomber dans la marmite des modes amiables. C'est-à-dire qu'on aura certainement l'occasion d'y revenir, mais il y a un certain nombre d'outils qui sont utilisés par le processus. Et ces outils sont assez communs à d'autres modes amiables, par exemple la médiation. Et effectivement, par le processus collaboratif, ces outils et ces champs qui changent, qui modifient totalement la posture de l'avocat m'ont beaucoup intéressée. Et donc, j'ai continué à me former. C'est comme ça que je suis venue à la médiation. Mais le processus collaboratif, c'est sans doute pour moi le cheminement et surtout toutes ces années de bataille judiciaire avec les grandes satisfactions que représente une belle victoire judiciaire, mais probablement l'envie de proposer autre chose à son client, parce qu'on aura l'occasion d'en parler, mais comme je l'ai dit, il y a un vrai changement de posture. Et donc, de connaître l'histoire judiciaire, mais d'avoir envie finalement de proposer un chemin qui sera différent pour le client, où il percevra l'autre, non pas comme son ennemi, son adversaire, mais l'autre partie qui peut aussi être, qui sait, notamment dans le domaine du droit des affaires, quelques années plus tard, qu'il retrouvera et qui à nouveau sera un co-contractant ou une entreprise avec laquelle il pourra travailler. Et donc, c'est ce changement de paradigme, ce changement de position qui m'a fait m'intéresser énormément à ce processus et avoir la volonté, raison pour laquelle je suis engagée à la FPDC, de promouvoir et de le faire connaître, parce que pour l'instant, il est sans doute, enfin, à mes yeux, pas assez connu, et de le faire connaître à tous les justiciables, mais aussi à tous les avocats. Donc, en un mot, c'est un cheminement, beaucoup de batailles judiciaires pour se dire que des décisions judiciaires, il en faudra toujours, et ça c'est une réalité, mais il y a aussi probablement des changements structurels avec l'état actuel de la justice, et donc l'envie de proposer autre chose aux clients, une autre démarche. Merci Juliette, je ne beaucoup, sais pas si Laurence. toi... Oui, ce que je vais proposer, c'est à Juliette de compléter et peut-être que vous pourrez ensuite revenir toutes les deux sur l'idée de changement de posture que vous avez évoquée pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas nécessairement le domaine de quoi il s'agit. Juliette, est-ce que vous avez une expérience similaire ou... Alors, un petit peu différente, parce que moi, quand j'ai commencé à être avocat, j'étais collaboratrice et je faisais beaucoup de pénal, je faisais pas mal de droit de la presse. Donc, effectivement, alors j'étais en plein contentieux. Quand je me suis installée, effectivement, assez rapidement, je me suis un peu rendu compte que moi, mes dossiers, j'avais envie de les regarder différemment et de réfléchir différemment à la façon dont les choses allaient se dénouer. J'ai toujours eu le souci en fait de la négociation et d'essayer de voir comment on pouvait faire que les choses soient mieux en dehors du judiciaire, en tout cas avant le judiciaire, même si j'ai toujours adoré plaider, et ce que disait Laurence est exact, avoir cette vision d'abord du judiciaire est à mon sens assez
indispensable pour pouvoir mieux tomber dans la marmite du processus collaboratif. C'est-à-dire qu'avoir eu cette expérience du judiciaire nous permet, enfin moi m'a permis de me dire mais peut-être il y a d'autres façons de faire et de m'interroger en fait finalement assez rapidement sur la façon dont j'exerçais mon métier et ce que j'apportais moi à mes clients. Est-ce que c'était une belle victoire ou est-ce que c'était autre chose? Et j'ai toujours eu le souci de dire à mes clients, je ne vais pas aller dans votre sens. Et cette distance qui me paraît importante vis-à-vis du client, mais de leur dire, il va falloir qu'on ait une stratégie commune, que je vous explique qu'il y a des choses, bah, ça peut le faire et d'autres choses, ça ne peut pas le faire. Et je leur explique aussi à long terme, de façon pérenne. Et un jour, un de mes clients en droit des affaires, justement, m'appelle en me disant, voilà, je vais divorcer, je vais me séparer, mon épouse m'a parlé de processus collaboratif, est-ce que vous savez ce que c'est? Et là, je suis tombée, je ne savais absolument pas ce que c'était. Et donc, j'ai été voir sur le site à l'époque, c'était il y a une petite dizaine d'années maintenant, un peu moins, au tout début de la FPDC. Et je ne connaissais absolument pas le processus. Il y avait un annuaire. Je tombe dans l'annuaire sur le nom d'un ami à moi que j'appelle et je lui dis, c'est quoi ta secte? Et il me dit, ah, tu ne te rends pas compte, c'est formidable, il faut absolument que tu te formes, etc. Et c'est comme ça que je suis venue au processus. Et quand j'ai commencé la formation, je me suis dit, mais au début, je me suis dit, non, mais en fait, ils ont résumé un peu ce que je faisais déjà. Mais ça, c'est les premières heures de la formation. Et en fait, on se rend compte que même si on a le souci de l'amiable, le processus collaboratif pousse vraiment la méthode est vraiment beaucoup plus avancée pour justement faire émerger une solution qui soit pérenne et une solution gagnante-gagnante des deux côtés. C'est ça qui est important en fait. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur le mode judiciaire où il y a un gagnant, un perdant. On est sur un gagnant-gagnant et on est sur une solution pérenne et on est sur une solution, on va vers une solution qui effectivement pérennise les relations et qui évite justement de mettre le feu. Moi, ce que je disais, parce que je fais pas mal de droit de la famille, quand on fait du droit de la famille, moi, j'ai toujours eu le souci d'éviter de mettre le feu à la famille. Parce que c'est assez rapide et c'est assez facile finalement de faire ça quand on fait du droit de la famille. Mais moi, je pense qu'il faut toujours réfléchir. Il y a d'autres enjeux, il y a des enfants. Et le processus collaboratif le permet dans toutes les matières. C'est ça qui est très intéressant et qui est important. Voilà. C'est très intéressant là, ce que vous dites. Et dans les cas particuliers que vous évoquiez en droit de la famille, vous pensez à quoi? C'est par exemple pour quand un client vient pour un divorce ou pour une succession? Quel type de problème Est-ce que vous m'avez entendu, Juliette? Ouais, il y a eu un petit moment de pardon, alors je vais répéter ma question. Vous évoquiez des cas concrets en droit de la famille. Vous pensiez notamment, j'imagine, au divorce, aux problèmes de succession. Est-ce que c'est ce type de séparation? Voilà, de séparation. D'accord. Donc c'est dans ce genre de situation qu'on peut justement avoir recours à l'amiable pour se séparer en préservant le lien. C'est ça l'idée? Exactement, en préservant le lien. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que c'est tout type de matière. C'est-à-dire que ce lien peut être préservé en matière sociale, ce lien peut être préservé. Et alors, en matière de droit de la famille, c'est vrai que c'était plus naturel au départ, et c'est pour ça que ça s'est beaucoup développé au départ en droit de la famille, puis en succession, puisque ça paraît plus évident. Alors que moi, je pense qu'en droit des affaires, en droit social, mais dans les autres matières. Laurence, Voilà, vous vouliez ajouter quelque chose et peut-être aussi donc, nous parler des autres domaines concernés et peut-être aussi nous parler du changement de posture. Simplement, je vais mettre en partage d'écran le site web dont vous avez parlé de l'association, la FPDC, pour que les gens voient comment consulter l'annuaire. Mais parlez et pendant ce temps, je mets le partage. Oui, c'était simplement pour compléter ce que disait Juliette. Dans le domaine du droit des affaires, mais aussi dans le domaine du droit social, le processus a aussi complètement vocation à s'appliquer.
Je dirais que la recherche, l'éligibilité du dossier tient surtout au fait que est-ce que les parties ont une envie de faire perdurer un lien. Ce lien, alors bien évidemment, le droit de la famille est évident, ils resteront toujours des parents, par exemple, mais dans le domaine du droit des affaires, je l'ai indiqué tout à l'heure, les sociétés travaillent ensemble, à un moment, un différend survient, mais il est possible qu'une collaboration, une coopération est encore possible pour la suite, peut-être pas tout de suite, au lendemain du différend, mais qui sait, dans quelques mois. Dans le domaine du droit social, c'est aussi la volonté peut-être d'avoir des relations qui ne seront pas brouillées définitivement et partir avec un sentiment plus apaisé. Donc, la réponse, c'est tout domaine. Et s'il fallait des critères, les critères, ce sera l'avocat qui va voir si ce mode amiable correspond aussi à son client. Dans le cadre de la formation, je suis formatrice de la FPDC, on indique effectivement quels sont éventuellement les critères de sélection. La volonté de poursuivre un lien, mais aussi il y a peut-être la personnalité ou en tout cas la façon dont l'avocat va percevoir son client. Certains clients vont avoir besoin, pour résoudre leurs différends, peut-être d'une relation plus triangulaire, et donc là peut-être qu'on pensera plus à la médiation avec cette autorité du tiers. Le processus collaboratif, c'est un processus qui est très responsabilisant, puisque, j'en ai parlé, c'est une équipe de négociation, et cette équipe, elle est vraiment faite des deux parties, des deux avocats. Et si on aboutit, et c'est ce qui se passe, parce que le processus collaboratif, c'est quand même à peu près 90-95% de réussite, quand on aboutit, c'est vraiment le travail de l'intelligence collective de ces quatre acteurs. Et donc, un client qui va être, alors je vais parler pour mon domaine, mais un chef d'entreprise qui est généralement, qui aime bien être aux manettes, qui aime bien être très partie prenante, très acteur justement, eh bien il sera acteur de la résolution de son litige et il sera assez satisfait finalement de cette solution où il va tricoter, parce que c'est ça, parce que au cours des réunions, puisque on ne l'a pas évoqué parce que là on est plus dans la technique, mais le processus, quand on parle de processus, c'est-à-dire que c'est un vrai déroulé précis, alors qui peut avoir une souplesse, mais vous avez un certain nombre de réunions dont l'ordre du jour est très clairement défini. Eh bien, d'être aux manettes et de définir les ordres du jour et d'être créatif sur la solution qui peut être imaginée, c'est quelque chose qui va plaire à nombre de clients. Donc, il y a à la fois la spécificité du différend, et dans le domaine du droit des affaires, rupture entre associés, relation brutale, de relations commerciales, rupture brutale, pardon. Ça, ce sont effectivement des cas qui s'appliquent bien, mais il y a aussi la personnalité des clients dont l'avocat doit tenir compte. Est-ce que toutes les deux, vous avez parfois constaté que vos clients, lorsqu'ils arrivent, finalement, sont dans une posture, ils ne connaissent pas l'image, ils ne savent même pas forcément que l'amiable existe, et du coup, eux-mêmes demandent de l'agressivité parce qu'ils pensent qu'il n'y a rien d'autre de disponible. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà pu constater ou pas? Oui, bien sûr, mais je pense que le rôle de l'avocat, c'est justement d'essayer d'éviter cette agressivité et surtout, je vais rejoindre ce que disait Laurence, cette infantilisation qu'il peut y avoir dans une décision de justice. C'est-à-dire que quand un client vient nous voir, il faut, moi je lui dis qu'il faut qu'il puisse être maître aussi de sa solution. Et il ne le sera pas si il laisse un juge trancher. Et je pense que ça, que ce soit pour des relations familiales, mais aussi des relations d'affaires et pour des dirigeants d'entreprise, c'est important de leur expliquer que ils vont, si on va devant la justice, finalement, ils vont être infantilisés puisque c'est pas eux qui vont prendre la décision, c'est pas eux qui vont prendre la décision. Alors que par le processus collaboratif, par le droit collaboratif, ils peuvent être maîtres de la décision. C'est-à-dire que la décision, au final, va être la leur et va naître de ce travail en équipe entre les avocats
et les deux parties qui ne sont plus adversaires, mais qui vont chercher une solution. Donc, je pense que ça, c'est vraiment important. Et je pense qu'il faut effectivement, souvent, les émotions, en fait, il faut dépasser les émotions. Alors, effectivement, Laurence a raison, ça dépend de la personnalité, mais on essaye d'abord de dépasser les émotions pour voir ce qu'il y a derrière, pour essayer de gratter un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière cette volonté et cette demande de ratiboiser l'adversaire. Et quand on cherche et quand les personnes sont réceptives, elles comprennent assez rapidement que finalement, elles ont été submergées par leurs émotions, que ces émotions-là, dans quelques mois, elles existeront peut-être moins. Et alors que, comme la justice est quand même assez lente finalement, quand il y aura la décision, ils seront peut-être moins, ils auront moins cette agressivité. Donc, pour dépasser cette agressivité, oui, effectivement, le processus est indispensable. Et dépasser ces émotions qui peuvent submerger les gens, même en droit des affaires. Il y a un point que je trouve très intéressant dans ce que toutes les deux vous avez relevé. Donc, c'est que vraiment, c'est un processus qui permet d'autonomiser les parties, de respecter leur libre volonté et de les aider à découvrir finalement cette libre volonté, puisque quand on creuse derrière les émotions pour découvrir les besoins, c'est aussi qu'on aide, on accompagne les parties, bien sûr, le client à découvrir ses besoins. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans l'idée que, ce que vous disiez, le système judiciaire, on subit finalement la décision échappe à tout le monde et le juge va trancher. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le juge, il tranche comme il peut, c'est-à-dire qu'il peut pas, il va pas pouvoir il va pas avoir une grande marge de liberté, il va pas pouvoir trouver de solution sur mesure parce que lui, il est quand même très limité. Le droit ne peut pas tout. Et ça, c'est quelque chose quand même qu'il faut peut-être bien intégrer dans une société où souvent les gens ont des désirs de plus en plus précis. Le droit est peut-être très frustrant parce que, enfin voilà, je ne sais pas si l'une d'entre vous peut développer ou veut Oui. développer là-dessus. Ouais. Le droit peut être frustrant, en tout cas il est encadrant, il y a la règle, la loi, mais on peut aussi le voir comme justement un cadre posé, mais la richesse du processus, c'est sa grande souplesse et surtout sa souplesse dans la recherche de solutions. Il y a une notion qui est assez fondamentale dans le processus, c'est cette créativité, c'est-à-dire que la recherche de solutions qui est faite par les parties, par les conseils, va tendre à trouver la solution qu'on va imaginer dans tous ces aspects. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous allez présenter une assignation devant le tribunal de commerce, généralement, votre assignation va viser des dommages et intérêts, éventuellement une exécution forcée d'un contrat, mais effectivement, le champ possible requis auprès du juge ne peut pas être étendu. Or, là, on est dans une méthode contractuelle, c'est un contrat, et bien sûr dans les limites encadrées de l'ordre public, mais tout sera possible, c'est-à-dire qu'en recherchant plus en profondeur les besoins, on va trouver que finalement il y avait une demande de dommages et d'intérêts, mais finalement, alors que le différend portait sur une créance, il s'avère que la société a aussi une activité de promotion, de publicité, et que finalement une coopération sera possible sur cet aspect-là. Enfin, la relation qu'il y a dans le processus collaboratif entre les conseils et les parties est très riche. Et je crois qu'on n'a pas répondu, Martin, à votre question un petit peu sur la posture de l'avocat praticien collaboratif. C'est une posture qui est radicalement différente de l'avocat. Alors, il n'y a rien de péjoratif à ce terme-là, mais de l'avocat traditionnel. C'est-à-dire que l'avocat praticien collaboratif, il va, je dis souvent, il retourne le gant. C'est un positionnement complètement différent. On est dans un rapport d'égalité. Il n'y a pas une espèce de relation où l'avocat, sachant, va entre guillemets, va dominer son client. Là, l'avocat, il est bien évidemment toujours un grand technicien du droit, il doit avoir cette compétence, mais
en parallèle, il va être un expert de la communication, il va utiliser des outils qui sont prévus dans le processus et en tant qu'expert, il va permettre effectivement au client, à son client et aussi au client de l'autre partie, de rechercher finalement ce qui conviendra le mieux. On est vraiment dans du sur-mesure, dans cette recherche de solutions et un sur-mesure qui va permettre un confort. C'est comme quand on a une robe qui vous va parfaitement, et bien on est beaucoup plus confortable que quelque chose qui a été bâti pour un petit peu tout le monde. Donc, il y a changement de posture et je pense un accompagnement pour le client qui est bien supérieur, entre guillemets, en termes de qualité humaine, qu'une posture traditionnelle de l'avocat qui va essentiellement rechercher quel est le cadre de la loi et qui proposera des solutions, qui plutôt fera une recherche de jurisprudence de ce qu'on peut obtenir comme condamnation. J'ajouterais Oui, Juliette, allez-y. J'ajouterais juste que par rapport, bien sûr, à ce que dit Laurence, c'est ce qui est important aussi. C'est que quand on va, et ce que vous disiez, Martin, quand on va devant la justice, de plus en plus, on a des conflits qui sont très spécialisés dans des matières extrêmement spécialisées. Le juge, il connaît le droit, mais il connaît pas, il n'est pas expert comptable, il n'est pas agent immobilier, il n'est pas expert, et surtout en droit de la famille, il n'est pas dans la famille, il n'est pas dans la vie privée des gens, donc il ne connaît pas la vie des gens. Et comme vous disiez, il tranche, souvent il est bien embêté parce qu'il ne sait pas, alors il peut se tromper parce qu'il n'est pas expert, parce qu'il n'est pas architecte, parce qu'il n'est pas dans la vie des gens et que c'est quand même compliqué. Et c'est pour ça que le processus est vraiment intéressant, comme l'a dit Laurence, puisque c'est une solution qui est sur mesure et qui tient compte de toutes les spécificités. Et donc, les spécialités, les professionnels n'ont pas de surprise. On sait que les juges souvent se trompent. Il y a des erreurs matérielles. Ils se trompent d'un chiffre, ce qui peut être dramatique, ce qui peut vraiment entraîner des conséquences dramatiques. Parce que effectivement, puis après on peut plus retourner devant le juge. Enfin, il faut faire appel ou même on est devant la cour de cassation, c'est plus compliqué. Alors que là, dans le processus collaboratif, ce qui est intéressant, c'est que non seulement c'est sur mesure, mais qu'on peut aussi faire appel, dans le cadre du processus, à des experts sur lesquels on se met d'accord, on se met tous d'accord sur un nom en disant, on va avoir un avis objectif d'un architecte, d'un géomètre expert, d'un expert comptable, d'un notaire. Donc, on peut justement avoir recours à ces experts et se dire, on va se mettre d'accord sur le nom d'un expert, au lieu de subir, en fait, encore une fois, la décision. Voilà, c'est juste ce que je voulais ajouter par rapport à la plus-value, qui est aussi cette possibilité de faire appel à ce qu'on appelle, dans le cadre du processus, ces tiers objectifs. Oui, je trouve ça très intéressant. On peut aussi éventuellement faire intervenir d'ailleurs un médiateur si ça aide par exemple à renouer le dialogue. Tout à fait. Tout à fait, parce que comme Laurence l'a dit, on reste les avocats des techniciens du droit. Donc, il y a un moment donné où si le dialogue, la communication, on n'arrive pas à surmonter, les clients n'arrivent pas à surmonter leurs émotions, à surmonter certains obstacles. Moi, ça m'arrive souvent d'envoyer les clients en médiation pour qu'on évacue un certain nombre de choses, pour que la communication puisse reprendre et qu'on puisse trouver une solution juridique. C'est ça qui est important, effectivement. Donc, on travaille en lien. Le processus collaboratif n'est pas exclusif de la médiation. Moi, je pense qu'il est fondamentalement complémentaire, en fait. C'est un autre mode amiable, la médiation, qui peut aboutir effectivement à des solutions, mais le processus n'est pas exclusif de la médiation et n'est pas exclusif des recours à d'autres tiers, en tout cas. Voilà. Oui, je partage complètement l'avis de Juliette, et d'autant plus facilement que je suis avocate et médiateur. Et il faut que tout le monde, qu'il n'y ait aucun malentendu. Il n'y a aucune hiérarchie dans les différents modes amiables. Je pense que les justiciables c'est compliqué, je trouve, d'avoir une vue claire de tout ce qui existe.
Alors, il faut le dire, enfin, c'est aux avocats effectivement de leur éclaircir un petit peu, et c'est à nous, à FPDC, c'est notre souhait, c'est de rendre plus visible et plus compréhensible le processus collaboratif. Mais l'avocat de demain, enfin l'avocat dès maintenant, il lui appartient justement d'analyser au vu du dossier, au vu de la personnalité de son client, et vers quelle direction il va choisir, c'est-à-dire là c'est peut-être plus un processus, là c'est peut-être plus une médiation. Donc c'est cette analyse, et à mon avis c'est cette expertise que les avocats de nos jours doivent avoir, c'est une stratégie de l'amiable vraiment mise en place. C'est-à-dire qu'au vu du dossier, au vu de mon client que je sens assez réceptif à ce style de processus, de lui proposer. Mais il y a zéro hiérarchie et il n'y a surtout pas de compétition. L'un n'est pas mieux que l'autre. C'est au contraire une richesse que ces différents modes amiables coexistent. Il ne faut pas en faire au contraire quelque chose qui serait négatif. Je trouve ça très intéressant. Quand je vous écoute, ce que je comprends, c'est qu'évidemment, l'avocat va devoir se former, va devoir travailler sur lui-même pour changer de posture, que ce n'est pas quelque chose qui s'improvise, c'est une véritable compétence. Il faut avoir l'appétence pour ça aussi, évidemment, d'où l'intérêt des formations qui sont proposées, notamment par la FPDC. Je voudrais en profiter là pour ceux qui nous ont rejoints peut-être en cours de route, pour rappeler donc, Juliette Griset, vous êtes la nouvelle présidente de la FPDC, Laurence Fassier, vous êtes la vice-présidente de la FPDC, et est-ce que toutes les deux, vous pourriez nous rappeler depuis combien de temps l'Association française des praticiens de droit collaboratif existe et comment elle est organisée? Alors, l'association existe, elle a été fondée en 2009 en France. Je ne crois pas me tromper en disant que c'est Jean-Luc Rivoire qui était le premier président de l'association, et puis Charlotte Guthrie-Cardiou et Catherine Bourguet-Savif ensuite. Elle a été, donc, le processus a été introduit en France en 2007, je crois, qui vient des États-Unis et du Canada. Et ce sont les premières formatrices qui ont suivi ces formations qui ont fondé cette association. Aujourd'hui, l'association, alors au début, c'était, je crois, une petite association. Ils étaient assez peu nombreux, très peu nombreux à être formés, puisqu'ils avaient été formés par des Belges. Donc, au début, c'était. Et puis, ça s'est agrandi parce que l'association s'est dotée de formateurs. Nathalie Gagné-Raymond, France Vallet, Catherine Bourguet-Savif ont été dans les premières, Dominique Daulois ont été dans les premières à former les praticiens. Et donc, il y a eu beaucoup de formations, beaucoup de formés. Aujourd'hui, Laurence et moi, l'association, qui est une association, une petite association, est devenue, il y a 2 ans, une association plus conséquente. Les statuts ont été refondus. Il y a une charte qui a été rédigée du processus collaboratif, des principes qui ont été faits, et l'association s'est dotée d'un conseil d'administration, ce qu'elle n'avait pas, puisque c'était une association où il y avait un bureau, tout le monde venait donner ce qui était plutôt sympathique, mais ça a été plus structuré. Donc aujourd'hui, il y a un conseil d'administration où sont représentés non seulement les adhérents personnes physiques, mais aussi les associations, puisqu'il y a des associations qui sont des associations de groupes de pratique ou des associations de processus collaboratifs qui peuvent adhérer à la FPDC. Je pense notamment à l'Association française de l'Est parisien, qui regroupe les praticiens des TGI, enfin des TJ maintenant de Bobigny, Créteil, et qui sont en association et qui sont adhérents à la FPDC, qui est une sorte d'association mère. Donc, il y a un conseil d'administration avec un bureau qui est élu par le conseil d'administration. Donc, le conseil d'administration est élu par l'Assemblée générale. Et donc, lors du dernier conseil d'administration, Laurence et moi avons présenté notre candidature qu'on a voulu être un ticket, c'est-à-dire une vraie candidature présidente-vice-présidente avec une vraie signification sur cette double présidence. Comme équipe collaborative.
Pardon? Comme l'équipe collaborative. Enfin, c'est une vraie Exactement. équipe. Et Oui. c'est vrai qu'un processus, c'est toujours 2 avocats. Alors, ça peut être plus, mais c'est 2 avocats, 2 parties. Et voilà, notre candidature, et je suis ravie d'avoir Juliette comme présidente, mais ça se conçoit vraiment à 2. C'est-à-dire, Le Voilà. travail en équipe. voilà. Exactement. Et évidemment, avec notre secrétaire général, Dominique Roux, et notre trésorier, Jean Lafitte, qui font donc partie du bureau. Et au sein du conseil d'administration, où il y a 12 personnes, il y a des pôles. Et surtout, ce qu'on a voulu faire avec Laurence cette année, c'est confier des missions à chacun des administrateurs pour développer l'association et pour faire de cette association, mais je ne sais pas si on y reviendra, Martin, On pourra sur y revenir. l'avenir. Non, mais si vous souhaitez aborder cette question maintenant, et je reviendrai, j'ai relevé d'autres points dans ce que vous venez de dire toutes les deux, et donc j'ai d'autres questions que je vous poserai ensuite. Donc oui, si vous pouvez nous indiquer les rôles des différents administrateurs, ça peut être très intéressant. Alors, les rôles, ça va être pour nous de mener à bien un certain nombre de missions qui sont dans l'axe de notre vision, en fait, aujourd'hui de la FPDC, qui est qu'on souhaiterait que la FPDC, qui a jeté ses bases ces dernières années de principe, puisse devenir plus institutionnalisée et être un vrai partenaire, non seulement des institutions du ministère de la Justice, par exemple, mais aussi de l'ordre des avocats des ordres des avocats de Paris et province, du CNB. Je parle un peu là pour les confrères, mais en tout cas une association qui soit incontournable. Ensuite, Laurence, je te laisse. Alors, Non, moi attendez, juste Laurence, peut-être que vous allez pouvoir répondre à des questions que j'avais. Vous avez parlé des formateurs et je voulais savoir combien il y en avait aujourd'hui. Et par ailleurs, vous avez parlé donc des associations un peu satellites qui gravitent autour de la FPDC et qui concernent les groupes de la pratique. Et ça, je pense que ce serait aussi très intéressant de parler de l'intérêt des groupes de la pratique, y compris pour les clients, pour qu'ils comprennent pourquoi leurs avocats formés au processus collaboratif font partie d'un groupe de la pratique. Voilà. Alors, j'allais justement dire, et donc Martin, vous faites des transitions fantastiques, parce que dans le deuxième axe, dans la profession de foi, entre guillemets, que nous avons faite, enfin le projet que nous voulons voir pour la FPDC, le deuxième axe, c'était sur la communication justement des formations. Enfin, plus précisément, pour répondre à votre question, il y a actuellement 28 formateurs. Le groupe des formateurs a été étoffé l'année dernière. Juste un point, parce que c'est vraiment central, l'association est nationale. Donc, nous sommes deux avocats du barreau de Paris, mais notre souhait, c'est vraiment que la FPDC ait une visibilité bien plus importante qu'elle n'a actuellement. Et donc, ça touche et ça concerne absolument tous les avocats de France. Donc, les formateurs, ce groupe des formateurs prend son bâton de pèlerin. Il y a eu beaucoup de formés ces dernières années. Quand on a parlé d'une professionnalisation de la formation, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande avec des contraintes. Alors, c'est sûr que la crise sanitaire qu'on vient de passer a certainement accéléré, mais notre souhait est probablement de faire en sorte que les formations qui, à ce jour, sont bien évidemment présentielles, on va essayer de faire en sorte que peut-être certains modules soient plutôt en ligne, en e-learning. Enfin, on souhaite une formation qui va, je dirais, être à un niveau un petit peu plus professionnel, enfin plus ouvert, de façon facile, une accessibilité plus forte. La crise a été un peu l'occasion de digitaliser la formation, c'est ça? C'est ça. En tout cas, c'est le travail que l'on fait actuellement. Il y a une véritable demande et on est en train justement de faire en sorte de répondre à cette demande. Il y a eu aussi un éventail de formations qui a été déployé. Alors, pour revenir sur les formations, c'est que donc, ces praticiens du processus collaboratif, on disait, ça s'adresse à
tous les domaines, à tous les avocats, mais même si ça paraît évident, l'avocat praticien, il doit être formé. Et ces heures de formation, elles sont extrêmement importantes. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'application et la rédaction d'un contrat qui lierait des avocats et des parties ensemble. La formation, c'est une formation de qualité sur des outils, écoute active, reformulation, négociation raisonnée, sur un processus. Il y a une éthique particulière, et ça pour moi, c'est très important, cette éthique, puisque dans les piliers du processus collaboratif, on va parler de confidentialité renforcée, de transparence, du fait que l'avocat doit se dessaisir du dossier en cas d'échec, qui est un pilier important, enfin, un certain nombre d'éléments qui ne sont pas anodins parce que ces piliers qui sont indissociables, eh bien, c'est eux qui vont créer la sécurité et l'efficacité de la négociation, de la recherche de la solution négociée et du processus. Donc, la formation, elle est essentielle et le travail aussi passé a été de proposer un annuaire qui existait bien évidemment déjà sur le site de la FPDC, mais un annuaire où justement la formation, il y a un vrai, entre guillemets, un label. Je vais le remontrer d'ailleurs, je l'ai montré tout à l'heure, mais je vais le remontrer. On voit que la FPDC est présente en France partout. Oui. Et du coup, sur les... Oui. Ce qui est important de souligner, c'est que lorsqu'on cherche un avocat qui est praticien, c'est vraiment ce qu'a dit Laurence, c'est indispensable. Hein. Pour faire un processus collaboratif, il faut avoir fait ses heures de formation. Et le seul site aujourd'hui en France qui recense les praticiens qui sont formés avec la garantie qu'ils ont fait leurs heures de formation, c'est la FPDC. Donc, il faut aller sur le site de la FPDC si vous souhaitez ou si un de vos clients souhaite un processus collaboratif, il faut aller chercher le nom du praticien sur ce site. C'est une garantie, un label, comme dit Laurence, comme a dit Laurence, un label de qualité. Puisque les personnes qui sont dans cet annuaire, non seulement ont signé la charte qui est sur le site, justement qui rappelle les principes du processus collaboratif, et également vous avez l'assurance qu'ils ont bien reçu leurs heures de formation. D'accord, merci beaucoup à toutes les deux. Je vais couper le partage, mais je pense que les gens ont pu voir comment naviguer sur le site et trouver un praticien. Ils verront qu'il y a aussi des informations sur le processus collaboratif, sur les groupes de la pratique et pour les confrères, les informations concernant les formations. Oui, je dis d'ailleurs pour les confrères, mais il y a peut-être aussi des huissiers ou des notaires qui se forment au processus. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Et c'est important ce que je disais tout à l'heure sur le tiers objectif, les tiers objectifs à qui on peut recourir pendant le processus, c'est important qu'ils sachent dans quel contexte on leur demande leur intervention. Donc, il y a des notaires, et moi je travaille avec des notaires, et notamment, je vais la citer parce qu'elle est formidable, Alexandra Cousin de l'étude 352, qui a été une des premières à être formée au processus collaboratif. Et c'est vraiment, quand on lui dit qu'on est dans le cadre d'un processus collaboratif, elle sait qu'elle intervient dans le cadre d'un processus collaboratif, ce qui est vraiment très précieux en fait. Hein. Donc, mais il y a des psys, je ne sais pas s'il y a des experts comptables, mais ce serait bien qu'il y en ait. Mais oui, tout à fait. Et Martin, vous m'aviez posé une question sur les groupes de pratique. Oui, sur les groupes de la pratique, et je vais en profiter pour faire le lien aussi sur ma question suivante. Donc, si vous pouvez répondre aux deux, et ensuite Juliette pourra rebondir. Donc oui, je voulais avoir votre sentiment sur les groupes de la pratique, leur utilité ou leur caractère presque nécessaire. Et par ailleurs, savoir si toute cette expérience, pour l'une comme pour l'autre, a eu un impact, à mon avis oui, sur votre façon de voir la relation client et comment vous envisagez aujourd'hui la relation client. Donc, c'est deux questions bien distinctes, mais je vous les livre pêle-mêle. Alors, un mot sur les groupes de pratique qui s'adressent donc
là c'est une question qui s'adresse et qui intéressera les avocats. L'avocat formé au processus collaboratif doit effectivement faire partie d'un groupe de la pratique. C'est dans la charte, il s'est engagé à adhérer à un groupe de la pratique. Et en fait, c'est une obligation qui est plutôt un vrai cadeau, une grande richesse. Quand j'ai été formée, j'ai très vite rejoint un groupe de la pratique où tu étais, Juliette. Et ce lieu, en fait, est un lieu d'échange, mais d'échange de la pratique, mais surtout de toutes les questions, de toutes les problématiques qu'on peut avoir en tête, et de se retrouver une fois par mois entre avocats formés au processus collaboratif, praticiens du processus collaboratif, c'est une vraie richesse. Alors, ça n'est pas particulièrement une spécificité, je dirais, du processus, ça existe effectivement pour les médiateurs ou dans d'autres domaines, mais l'AFPDC en a fait une obligation, vraiment, et ça crée une recherche, une richesse sur des domaines. On aura l'occasion probablement de parler, mais la FPDC a à cœur aussi de devenir un vrai lieu de réflexion, sans employer des grands mots de think tank, mais en tout cas cette intelligence collective, comment on l'utilise. Et le processus collaboratif bouleversant tellement notre façon d'exercer habituelle notre profession, eh bien c'est un lieu où effectivement les idées germent et il est bon d'en parler. Donc les groupes de pratique sont très très enrichissants. Et sur l'autre question, Martin, qu'est-ce que ça change? Est-ce que l'avocat praticien est différent d'un autre? Je pense que ça change Oui, alors complètement. c'était surtout la question sur du coup la relation client. Est-ce que vous abordez le client différemment? Vous avez parlé à un moment, je crois que c'était vous, Laurence, d'ailleurs, de stratégie de l'amiable. Peut-être que vous pouvez nous en dire quelques mots pour qu'on comprenne bien. La stratégie de l'amiable, elle me paraît presque impérative en 2020-2021. C'est-à-dire qu'à mon sens, l'avocat anciennement contentieux se doit d'avoir une réflexion sur quelle voie amiable je vais peut-être pouvoir proposer à mon client. Et il est clair, et je l'ai entendu maintes fois, l'avocat qui va découvrir le processus collaboratif et qui va adhérer à ce processus va complètement changer, il va faire 2 pas de côté ou peut-être 10 pas de côté, c'est-à-dire que sa posture sera différente. Et la relation avec le client est différente, au sens où je crois que c'est Nathalie Gagné-Raymond que tu as cité, Juliette, et qui est l'un de nos membres d'honneur de la FPDC, disait c'est le voyage au pays des gens. Et moi, je suis complètement en phase avec ça. C'est-à-dire que la relation avec le client, ça va être du côté de l'avocat, un travail, enfin un questionnement de curiosité au sens vraiment s'intéresser à son client. Voilà. Qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce qui fait avancer le client? Pourquoi il en est là? Qu'est-ce qui fait que... quelles sont ses valeurs? Et ce questionnement-là et cette volonté de comprendre l'autre, elle est dans la relation de l'avocat et de son client, mais elle va aussi être dans la relation de l'avocat avec l'autre avocat et des deux clients. Et ce grand travail de compréhension mutuelle, c'est ce qui fait l'efficacité et la réussite du processus. Mais ça, ce travail-là, je pense que c'est quelque chose qui est très, très bouleversant pour les avocats. C'est une posture complètement différente de celle habituellement attendue des avocats, je dirais, traditionnels, ancienne génération. D'accord. Et est-ce que vous estimez que les clients ou les prospects sont, enfin les justiciables en général, finalement, sont assez sensibilisés à ce monde amiable ou... Non, effectivement. Alors, il commence à l'être maintenant, et d'ailleurs, c'est notre troisième axe sur notre vision de la FPDC et ce qu'on aimerait, avec Laurence, faire, c'est une meilleure visibilité du processus collaboratif auprès du public et auprès des avocats, d'ailleurs, hein, parce que il y a plein de confrères qui ne savent absolument pas ce que c'est, qui pensent savoir ce que c'est et qui
qui ne savent pas ce que c'est aussi. Mais effectivement, il faudrait qu'il y ait une meilleure visibilité de ces processus amiables, que ce soit le processus, mais également la médiation qui commence un petit peu à venir effectivement à être un petit peu connue. Mais non, je pense qu'il y a un vrai besoin et qui, effectivement, avec la crise sanitaire, qui est aujourd'hui d'autant plus criant qu'on a vu que la justice était totalement à l'arrêt pendant 6 mois, ce qui était absolument aberrant, et et notamment, je pense, aux relations en droit du travail, puisque les prud'hommes étaient quand même fermés. C'est quand même incroyable qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on ait fermé les tribunaux comme les magasins et comme les cinémas. Et que donc il faut absolument développer cet aspect amiable. Je pense que voilà, après il faut la développer autant auprès des justiciables que des entreprises, que des administrations aussi, pour qu'ils sachent que d'autres solutions existent. Merci beaucoup. Est-ce que du coup, vous pouvez nous rappeler, je sais que vous les avez évoqués de façon transversale, mais donc les trois projets, disons, de l'AFPDC ou les trois axes sur lesquels vous allez axer votre travail en tant que Donc, présidente et vice-présidente. ouais, donc effectivement, institutionnalisation de l'association, c'est-à-dire qu'elle soit reconnue comme une véritable organisation, association professionnelle reconnue. Pas qu'elle ne le soit pas, mais elle est moins connue, qu'elle soit plus connue et qu'elle puisse se poser effectivement comme un acteur incontournable, en tout cas en ce qui concerne les prochaines solutions via le ministère de la Justice. Professionnalisation des formations, puisqu'on l'a dit, la FPDC est née avec les formations, c'est son ADN réel, donc elle a dispensé des formations. Je ne sais pas combien, mais il y a des milliers de formés aujourd'hui, mais il faut continuer non seulement à dispenser les formations initiales, c'est-à-dire les formations pour être avocat collaboratif, mais aussi ce qu'on appelle les formations complémentaires qui permettent de se perfectionner sur les techniques de communication, qui permettent de se perfectionner, par exemple, parce que on parle des techniques, on a parlé des techniques qu'utilisait le processus, la négociation raisonnée. Je ne sais pas si certains connaissent, mais peut-être certains connaissent. C'est une des techniques utilisées par le processus collaboratif, donc on peut toujours se perfectionner. Donc, professionnalisation de ces formations, ouverture de ce catalogue de formations, et en dernier lieu, ce que je viens de dire, c'est-à-dire visibilité plus accrue, qui peut passer aussi par une visibilité et un accroissement de la paix sociale, en fait. C'est un petit peu aussi peut-être notre axe cette année, c'est-à-dire de dire le processus collaboratif, ça fait du lien social. Aujourd'hui, les maires des villes, des arrondissements de Paris, mais des villes de France se sont retrouvés en première ligne et se retrouvent souvent en première ligne du dialogue social, puisqu'il y a beaucoup moins quand même en France de possibilités de dialogue social. Et peut-être que la FPDC, là-dessus, pourrait aussi travailler avec les maires sur un certain nombre, puisqu'on a parlé, bon alors, il est dit que les tribunaux d'instance vont ressurgir, mais peut-être ça fait aussi partie de la mission de la FPDC, une sorte de mission de service public, quelque part, comme ça. Est-ce que c'est quelque chose, alors, chaque système, chaque pays a bien sûr a ses modes amiables et sa culture propre, mais est-ce qu'il y a des pratiques que vous avez observées à l'étranger et qui pourraient être intéressantes, auxquelles il faut réfléchir en France, des choses qu'on Oui. pourrait éventuellement importer ou en tout cas y réfléchir? C'est-à-dire que oui, et c'est ce à quoi je pensais justement quand je parlais des maires et de dialogue social. Il y a une expérience que moi je trouve très très intéressante en Israël, qui sont des maisons de droit collaboratif qui ont été fondées par Idit, alors son nom de famille m'échappe, mais qui est une avocate formée au processus collaboratif
et qui a fondé 2 ou 3, je crois, maisons de droit collaboratif en Israël qui sont financées par des fonds publics où les personnes viennent dans ces maisons quand elles ont un différend, notamment, alors là, pour le coup, familial, je pense que c'est quasiment exclusivement des différends familiaux, quel que soit leur niveau de revenu. Ils payent ce qu'ils peuvent payer et là, ils ont accès non seulement à des avocats formés, mais aussi dans cette maison, il y a les tiers objectifs dont on parlait, les experts, les psychologues, ils sont accompagnés par des psychologues, les experts immobiliers, les notaires, et un processus collaboratif, et ça a eu beaucoup de succès, à tel point d'ailleurs que les États-Unis, j'ai entendu que les États-Unis avaient aussi adopté ces maisons de droit collaboratif, et l'idée à terme, pour nous en tout cas, ce serait effectivement que la FPDC puisse être à l'origine d'une de ces maisons qui pourrait voir le jour à Paris, par exemple, ou en province, où plusieurs maisons pourraient voir le jour de processus collaboratifs. Je pense que ça pourrait être une façon d'abord de donner de la visibilité auprès du grand public qui nous connaît moins et aussi auprès des confrères, bien sûr. Voilà, Oui, c'est une ouais, des expériences intéressantes. oui, c'est une idée très intéressante qui pourrait à la fois être fédératrice finalement de tous les acteurs des solutions négociées au sens large. Et en plus, ça semble être faire jouer l'interprofessionnalité et finalement être une belle démonstration de l'intelligence collective dont vous parliez tout à l'heure. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. C'est très intéressant. Bah, écoutez, merci beaucoup. Notre heure est maintenant écoulée. On va devoir se séparer. Mais bah, ce que je souhaiterais préciser, c'est que si des personnes ont posé des questions ou en posent lorsque les replays seront postés sur les réseaux sociaux, peut-être pourriez-vous, si vous avez un petit peu de temps, regarder, jeter un œil et essayer de répondre aux questions. Je sais qu'il y avait quelqu'un avant le live qui avait posé des questions sur les formations, par exemple, sur les réseaux sociaux. Donc, si vous en avez la possibilité, merci de regarder un petit peu. Voilà, là, sur ce Bien format-là, sûr. on ne va pas répondre directement aux questions parce que ça demanderait une organisation un petit peu plus développée. Mais je pense que si des gens ont posé des questions sur les réseaux sociaux, on pourra essayer d'y répondre. Merci en tout cas à toutes les deux. Je rappelle que donc, vous pouvez trouver des informations sur le droit collaboratif sur le site de la FPDC. Donc vous tapez sur Google la FPDC ou vous tapez droit-du-6 collaboratif.org et vous retrouverez toutes les infos. Et par ailleurs, vous pouvez aussi trouver des infos, bien sûr, sur chacune d'entre vous, sur les réseaux sociaux ou sur vos sites web respectifs. Merci beaucoup, Juliette Griset. Merci. Merci beaucoup, Laurence Fassier. Et Merci. puis, bah, écoutez, je croise les doigts pour vous pour cette nouvelle présidence de la FPDC. Merci, à très bientôt. Merci. Bonne Merci. journée, au revoir. Merci à tous. Et prenez tous soin de vous. Merci. Merci.